Après les élections locales, place au sénatorial. Ce scrutin, même s'il est moins médiatisé, il est tout aussi important dans le schéma politique de la Côte d'Ivoire. Ouverte le 11 septembre dernier, la campagne électorale s'achève ce jeudi soir, 14 septembre 2023. Quelle place occupe réellement le Sénat dans le schéma institutionnel ivoirien? Qui peut être candidat, qui peut être électeur? Comment se déroulera le scrutin le 16 septembre prochain? Pour le savoir, je reçois ce soir avec beaucoup de plaisir le directeur de l'information documentaire et de la communication du Sénat, M. Roland Katou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Élection sénatoriale, quel enjeu? Ça fait l'actualité. Les populations posent leurs questions dans ce micro-trottoir réalisé par Guedro, Touré Ibrahim, montage Pacom Afrié. Le Sénat, c'est la chambre basse, je crois, de la Côte d'Ivoire. Elle consiste à élire aussi des lois, comme l'Assemblée nationale. Bon, elle peut rectifier peut-être des lois votées par l'Assemblée nationale. Bon, en Côte d'Ivoire, le Sénat, c'est un ensemble de personnes. Ils sont environ 99, où il y a un pourcentage qui est nommé par le président et un autre pourcentage qui est élu par les conseillers municipaux. Selon moi, le Sénat examine et vote des lois. J'attends du Sénat qu'il crée un contrepoids à la première chambre, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. J'entends parler de ça, mais effectivement, je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit que les élections approchent, ils vont voter, mais on ne sait pas. Leur fonctionnement aussi, on ne connaît pas. Bon, le Sénat, à vrai dire, je sais que le Sénat, c'est là où c'est les sénateurs, les personnes qui ont été élues par le peuple. Mais exactement ce qu'ils exercent comme fonction, sincèrement, je ne saurais mentir. Alors, merci à Guedro, Ibrahim Touré, Pacom Afrié. Bonsoir, M. Katou. Bonsoir, Madame Eliane Hervaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré de me retrouver ici sur notre chaîne nationale. Alors, vous avez suivi avec moi ce micro-trottoir. Vous comprenez les questions que se posent les Ivoiriens? Oui, ce sont des questions qui reviennent et je note avec beaucoup de satisfaction que beaucoup d'entre ceux qui sont intervenus connaissent plus ou moins le Sénat, contrairement à ce que nous avions pu constater au début de l'existence du Sénat, cette nouvelle institution qui arrivait dans le paysage institutionnel du pays, oui, et que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissaient pas. D'ailleurs, cette émission permet justement de mettre le Sénat en lumière à quelques heures de ce scrutin que nous attendons tous. Alors, M. Katou, pourquoi le Sénat est-il désigné sous le vocable « chambre haute » de façon pédagogique? Alors, je vais, avant de répondre à cette question, aller un peu plus en amont, oui, pour indiquer que la démocratie dans de nombreux pays comme les nôtres organise les pouvoirs en trois. D'accord. Vous avez le pouvoir exécutif, qui est composé du président de la République, du vice-président et du gouvernement, selon l'article 53 de notre Constitution. Vous avez le pouvoir législatif, qui est exercé par le Parlement. Et vous avez le pouvoir judiciaire. Ce dont il est question ici, c'est le pouvoir législatif, oui, qui est exercé par le Parlement. Parlement qui, depuis la Constitution du 8 novembre 2016, est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et concernant le Sénat, justement? Et le Sénat, oui, donc désigné sous le vocable chambre haute. Pour quelle raison? Alors, les notions de chambre haute et de chambre basse, oui, utilisées pour désigner ces deux chambres du Parlement sont des représentations, des formes imagées, oui, du mode de désignation des représentants de ces chambres-là. En ce sens qu'au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, vous avez les populations, les citoyens qui élisent directement les députés. Au niveau du Sénat, vous avez 2/3 du Sénat qui est des membres du Sénat qui sont élus, oui, par les grands électeurs, donc par des personnes qui ont été élues par le peuple. Donc c'est cette forme imagée qui, oui, fait naître le vocable de chambre haute et de chambre basse. Ce n'est pas lié à le poids d'une chambre par rapport à une autre? Absolument pas.
Les deux chambres exercent les mêmes missions et évoluent donc de façon égale dans le Parlement. On en reparlera justement tout à l'heure. Alors, les sénatoriales sont prévues donc, le 16 septembre prochain, donc samedi. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Alors je dirais que l'enjeu principal, c'est le renouvellement de l'ensemble des sièges de cette institution parlementaire. Donc ce renouvellement-là suscite un enjeu parce qu'il participe à la démocratie, que nos institutions fonctionnent. Le Sénat arrivé au terme de son mandat après 5 années d'exercice, il est normal que cette Chambre soit renouvelée. Et vous noterez qu'à travers ce que nous voyons, tous les partis politiques, toutes les chapelles politiques, donc présentent des candidats à ces élections qui montrent qu'il y a un fort intérêt de participer au débat politique à travers les missions que mettent en œuvre ces deux chambres. Et donc vous nous dites qu'il y a un engouement. Est-ce qu'on peut faire juste en chiffres une comparaison entre 2018 et 2023? Est-ce que c'est vrai, on l'a vu pour les élections précédentes, il y a davantage de partis politiques, mais vous sentez vraiment que ce frémissement? Oui, absolument. En 2018, nous avions une configuration où, à l'époque, le RHDP uni avait présenté des candidatures dans toutes les circonscriptions. Cette année, nous voyons les partis politiques, que ce soit les 3 principaux partis politiques qui dominent la vie politique en Côte d'Ivoire, qui ont présenté des candidats pour ces élections, ce qui montre et qui témoigne de l'intérêt des partis politiques de participer au jeu démocratique à travers leur présence au sein de cette Chambre du Parlement. Et il y a également quelques indépendants. Oui, quelques indépendants, bien entendu. La vie politique en Côte d'Ivoire et dans toute sa démocratie. Alors, qui vote? Quel est le corpus électoral? Il est composé de combien de personnes? Qui vote? Qui sont-ils? Alors, les sénateurs sont élus pour 2 tiers au suffrage universel indirect par un collège constitué de conseillers de district, de conseillers régionaux et de conseillers municipaux. Aujourd'hui, selon les informations que nous avons à travers la commission qui est chargée de l'organisation des élections, ce sont un peu plus de 9000 électeurs qui sont appelés aux urnes pour élire les 2 tiers du Sénat le 16 septembre prochain. Voilà ce qu'on peut dire en termes de chiffres. Alors, quelle est la place justement du Sénat dans la vie politique locale? Comment le sénateur justement se positionne auprès des populations? Eh bien, les sénateurs sont, à travers leur mission, au service de la nation entière par, comme j'ai dit, à travers leur mission, donc par le vote de la loi, par le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. De façon concrète, les sénateurs, comme les députés, sont les représentants des populations donc, de la nation. Et à travers leurs différentes interventions au sein donc, de la Chambre haute du Parlement, débattent donc des grands sujets d'actualité et participent à la prise de décision des lois, donc à la prise de lois pour régir la société. Parce que vous savez que la loi est gage de cohésion sociale et de justice. Et c'est pour cela que, afin d'avoir des lois de qualité pour garantir justement, comme je dis, la cohésion sociale et l'unité nationale, il est important que des débats enrichis soient faits pour avoir cette bonne vie sociale et économique dans notre pays. Et donc, les sénateurs sont vraiment au travail tous les jours dans l'hémicycle pour contribuer justement à cette cohésion nationale et à cette unité nationale. Alors, on se pose parfois la question, est-ce que les débats sont parfois houleux? Quand je dis houleux, même si c'est vrai que c'est pour le bien des populations, est-ce que des fois il y a des divergences en ce qui concerne les discussions ou des débats? Absolument. Absolument. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séances du Sénat sont publiques, sont diffusées à travers les canaux de communication que l'institution met en place. Et au cours de ces débats, les citoyens peuvent voir
les sénateurs de bords différents échanger sur des questions et même à l'intérieur du même bord échanger sur certains aspects des lois qui leur sont présentées avec des divergences de points de vue. Et c'est tout cela qui fait la richesse donc, du débat à l'intérieur de cette Chambre du Parlement. Alors, on parle de la vitalité de la vie politique en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est vrai, on a 99 sénateurs oui. et près de 255 députés. Alors, est-ce que, tout à l'heure, je parlais de poids, mais quelle est la légitimité, entre guillemets, du sénateur versus le député? Alors, je le disais tout à l'heure, le mode de désignation des représentants de ces deux chambres, le mode est différent. Les sénateurs sont élus par ce que l'on appelle les grands électeurs, les députés directement par la population. Je crois qu'aujourd'hui, la population électorale qui élit les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux est estimée à 8 millions d'électeurs, oui. Un peu plus de 8 millions d'électeurs. Pour les sénateurs, vous avez, comme je disais, 9400 électeurs pour élire 66 sénateurs oui. Issus des 31 régions et 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que le législateur a prévu le mode de désignation donc, de ces sénateurs. Ils tirent leur légitimité simplement de la Constitution et ils exercent leur mission conformément à cette Constitution. Alors, comment, justement, le Sénat se positionne, on parle de chambre haute, vous l'avez dit et vous l'avez expliqué, comment le Sénat se positionne, justement, en ce qui concerne l'appareil législatif? Les lois, elles sont proposées par l'Assemblée nationale, et quels circuits suivent ces lois? Alors, il faut préciser que la Constitution prescrit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République oui. et aux parlementaires, aux membres du Parlement. Ainsi, vous avez, pour ce qui émane du président de la République et de son gouvernement, les projets de loi, et pour ce qui concerne les parlementaires, les propositions de loi. Donc, les lois sont déposées sur la table de ces chambres qui vont les examiner l'une après l'autre. Donc, pour ce qui concerne les lois liées aux collectivités territoriales, les sénateurs vont examiner en premier ces lois avant que l'Assemblée nationale ne procède à l'examen de ces lois et à leur adoption. Pour ce qui concerne la loi de finances, les projets de loi sont d'abord examinés à l'Assemblée nationale avant que le Sénat n'intervienne. Pour le reste, le gouvernement qui dépose des projets de loi peut saisir l'une ou l'autre en premier. Alors, admettons que le cas de figure, le gouvernement saisit, quelle que soit, en tout cas, l'une des 2 chambres, donc, mais il n'y a pas une prédominance d'une chambre sur une autre? Absolument pas. Par contre, dans le cadre de la navette parlementaire, oui. il pourrait arriver qu'une loi passer d'une chambre à l'autre. Vous savez, la navette, c'est le mouvement donc, du texte d'une chambre oui. à l'autre. Vous avez une première lecture qui est faite par chacune des chambres, qui va donc l'examiner à travers sa commission compétente, permanente compétente. Donc, examiner le projet de loi, l'adopter en commission. Le texte va passer en séance plénière publique. Il va être également amendé et tout, mais à la fin adopté. Une fois qu'il est adopté, il va passer dans la seconde chambre avec le même circuit. Oui. Et à terme, si la loi est adoptée dans des termes identiques par les 2 chambres, on considère que les 2 chambres sont donc d'accord avec les termes de cette loi et la loi va être en ce moment-là promulguée par le président de la République. Mais au cas où, après une lecture par chacune des chambres, il arrive que le texte ne soit pas adopté en des termes identiques, oui. la loi va retourner dans la chambre qui l'avait examinée en premier pour un nouvel examen. Et la loi va continuer. Alors, la loi dit... souvent. Il y a eu depuis l'existence du Sénat, depuis 2019 où le Sénat a commencé à exercer de façon effective le vote de la loi, il y a eu des lois qui sont passées au Sénat, qui ont fait l'objet d'amendements et donc ont abouti à l'adoption d'une loi en des thèmes non identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Ces textes sont retournés à l'Assemblée nationale et je dirais fort heureusement, l'Assemblée nationale a estimé que les amendements qui avaient été apportés par les sénateurs étaient des amendements de qualité et les a
endossé. Et donc, il n'y a pas eu de retour de texte encore au Sénat. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au cas où il y a une navette qui se poursuit après 2 lectures dans chacune des 2 chambres, l'Assemblée nationale va trancher en dernier. C'est un choix du législateur, c'est un choix du constituant, comme il en existe partout. Hein. Même en France, vous avez également une des 2 chambres qui va être amenée à trancher en dernier ressort au cas où les 2 chambres ne sont pas d'accord sur les termes. Bien sûr. Alors, concrètement, quel est le rôle justement du Sénat sur le terrain en ce qui concerne la stabilité, la cohésion sociale? Quel rôle joue précisément donc, le Sénat au niveau des collectivités territoriales? Alors, il faut dire que le Sénat n'intervient pas dans les collectivités territoriales. Le Sénat assure la représentation de ces collectivités territoriales et à travers ces missions, à travers ces débats, ces prises de position sur les sujets qui sont sur sa table ou même des sujets d'intérêt national que le Sénat adresse, le Sénat donc, va jouer ce rôle-là hein, d'acteur de paix, d'acteurs de développement, de cohésion sociale à travers donc, ces différentes positions. Est-ce qu'on peut penser que le Sénat représente un contrepoids? Oui, je l'ai entendu. C'est la question justement que tout le monde se pose. Je l'ai entendu tout à l'heure dans les questions. Alors, je dirais qu'il s'agit du jeu démocratique. Le jeu démocratique, je vous ai dit tout à l'heure dès le départ que la démocratie organise les pouvoirs en 3 types. Et le plus important, ce n'est pas de créer le contrepoids. Le plus important, c'est d'arriver à sortir des lois de qualité. C'est d'améliorer la qualité de la loi. Et d'ailleurs, la création ou la mise en place du bicamérisme dans la plupart des pays qui ont accepté ce modèle parlementaire, c'est de tirer profit de ce que l'on peut appeler la richesse de la démocratie participative, avec beaucoup plus de regard sur la loi. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas de créer une crispation ou un contrepoids, mais d'avoir des débats de qualité. Comme je l'ai dit, même à l'intérieur de la Chambre, il peut y avoir des positions différentes, des échanges qui vont aboutir à la fin à des textes consensuels qui vont satisfaire tout le monde pour l'intérêt général de nos populations. Alors, de façon concrète, est-ce qu'on peut on peut estimer qu'il y a une sorte de contrôle, je ne parlerai pas peut-être de surveillance, hein, une sorte de contrôle de l'action, est-ce que vous contrôlez l'action gouvernementale? C'est une des missions principales du Parlement et donc du Sénat. Et ces missions-là sont exercées à travers différents moyens. Aujourd'hui, vous avez les sénateurs qui ont reçu régulièrement des membres du gouvernement en dehors du vote des lois, pour des séances d'information parlementaire, pour échanger avec eux sur des questions d'actualité, d'intérêt national. Et donc, oui, le gouvernement, le Sénat intervient pour le contrôle de l'action du gouvernement. Et il y a d'autres sujets, notamment le vote de la loi de finances, des lois de finances, hein, parce qu'il y en a plusieurs, donc la loi de règlement et tout. C'est un mode donc de contrôle de l'action du gouvernement. Alors, on l'a dit hein, d'entrée de jeu, les élections sont prévues donc, le 16 septembre prochain. C'est vrai que vous n'êtes pas la CEI, mais comment justement on garantit l'intégrité et la transparence du scrutin? On l'a dit pour les élections locales, dans le cadre de ces sénatoriales, parce que c'est important dans toute cette architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Comment justement vous, quand je dis vous, ce n'est pas M. Katou, mais comment le Sénat, dans son engagement, dans peut-être sa sensibilisation, comment garantir justement qu'il y ait l'intégrité, la transparence et puis bien sûr des élections qui se déroulent de façon fair-play? Mais je crois que vous l'avez dit, le Sénat n'est pas organisateur du scrutin. Oui. Et je pense que l'organisateur principal de ces échéances, qu'est la Commission électorale indépendante, a pris toutes les dispositions techniques pour assurer un scrutin de qualité lors de ces échéances sénatoriales du 16 septembre. Et après, nous avons pu voir ici les appels à des scrutins apaisés faits par nombre d'autorités. Et c'est cela qui va certainement jouer pour que ces élections soient de belles élections. Dont le médiateur de la République qui a lancé un appel justement à un fair-play, à des élections apaisées. Le médiateur de la République, M. Adama Tungara. Alors, justement, ces sénateurs sont élus par les
les conseillers régionaux. Donc on parle de région, on parle de développement. Mais on voudrait juste savoir justement à ce niveau, comment ils défendent les intérêts des populations, même si ce sont les grands électeurs qui sont les électeurs. Comment cela se passe de façon concrète? Alors, le Sénat, dans sa mission de représentation des collectivités territoriales, a organisé de nombreuses activités dès 2020. Oui. À l'initiative donc du président Jeannot Soukouadio, président du Sénat, un forum du Sénat avec les collectivités territoriales a été organisé ici même en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, avec la présence de plusieurs autres personnalités, dont le président du Sénat français, et tous les acteurs des collectivités territoriales, donc les conseillers régionaux, les conseillers municipaux et les acteurs aussi du pouvoir exécutif, les membres du gouvernement qui étaient présents pour accompagner cette belle action qui a permis donc à travers ce forum de recueillir les aspirations des collectivités territoriales dans plusieurs domaines. Oui. Afin que le Sénat, vous avez le statut de l'élu local, pour ne citer que ce sujet, vous avez plusieurs autres sujets qui ont été abordés, et donc recueillir un ensemble de préoccupations de ces collectivités territoriales afin que le Sénat, qui en assure la représentation, puisse faire un plaidoyer auprès du gouvernement. À la suite de ce forum, vous avez eu des rencontres de restitution de travaux, de remise donc, du document qui a été appelé, dénommé donc, Agenda 2030 du Sénat, qui comporte un ensemble donc, de préoccupations, de plaidoyer de ces collectivités. Et ce document est adressé au gouvernement par la voix du Sénat, afin que la décentralisation soit une réalité effective en Côte d'Ivoire. Alors, 2023, c'est l'année de la jeunesse. En ce qui concerne le Parlement, il y a le Parlement des jeunes. Alors, quel est le rapport justement que le Sénat a, même si les jeunes ne votent pas, ce n'est pas la population dans son entièreté qui vote, mais est-ce qu'il y a un rapport justement entre le Sénat et cette jeunesse, peut-être de la formation, de l'information? Comment vous, justement, vous travaillez ou vous appréhendez justement cette relation entre le Sénat et la jeunesse? Oui, la jeunesse est effectivement au cœur des préoccupations du Sénat. Le président du Sénat le disait lors de son discours solennel d'ouverture de la session ordinaire 2023, il a répété d'ailleurs à plusieurs autres interventions avant cela, que la jeunesse est vraiment au cœur des préoccupations du Sénat. Le Sénat ouvre ses portes à toute la jeunesse. D'ailleurs, nous recevons régulièrement des jeunes d'université ou d'organisations qui viennent découvrir le Sénat. Nous avons participé à de nombreuses activités organisées par le ministère en charge des relations avec les institutions, au cours desquelles les jeunes sont venus nombreux, ont marqué un certain intérêt à découvrir les institutions de la République, dont le Sénat de Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, par la suite, nous recevons de nombreuses délégations de jeunes qui viennent découvrir cette belle institution. Et vous avez également le Parlement des jeunes en Côte d'Ivoire qui fait l'objet d'une attention particulière à travers le démembrement, le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, qui fait l'objet d'une attention particulière par le Sénat. Et à travers toutes les questions qui sont adressées également par le Sénat et qui sont en rapport avec la jeunesse. Monsieur Katou, nous sommes pratiquement au terme de ces 26 minutes d'émission. Ça fait l'actualité. Rendez-vous le 16 septembre prochain samedi pour ces élections. Ce sont les grands électeurs, ce n'est pas la population qui vote. Un dernier message justement ou un mot par rapport justement à ces élections, mais au Sénat. Alors je dirais que le Sénat est vraiment au service de la population et je voudrais que, d'ailleurs je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer, parler du Sénat, que la population puisse s'approprier cette institution qu'est le Sénat, qui est à son service. Et c'est vraiment le message essentiel que je voudrais porter. Merci, M. Katou. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, mesdames, messieurs, que les élections sénatoriales auront lieu samedi 16 septembre prochain. Je recevais donc M. Katou Roland, qui est directeur de l'information documentaire et de la communication du Sénat. C'est exact. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à la DMI, merci à la Redébat, à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Nous souhaitons donc à tous les électeurs et tous les candidats un scrutin apaisé, fair-play. À très bientôt. Bonsoir.